Mesdames et messieurs, on va pouvoir recommencer la nouvelle conférence. Alors, je remplace au pied levé la personne qui devait présenter Andras, mais je vais le faire parce que je le connais bien. Donc Andras est généticien, il est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, et c'est un spécialiste de génétique, bien sûr, mais aussi d'épigénétique. Il va vous expliquer un peu ce que c'est que l'épigénétique. L'épigénétique, on en parle beaucoup. Hein, vous entendez ça, vous voyez ça aussi dans les journaux, pas mal. Donc il va nous clarifier un petit peu ce qu'est ce concept d'épigénétique. Puis peut-être vous avez déjà découvert des articles d'Andras donc, dans les grandes revues scientifiques qui sont des revues de vulgarisation aussi. Il donne pas mal d'interviews et puis il rédige des articles pour ces revues. Donc peut-être vous aurez l'occasion, peut-être après la séance, d'aller voir ces articles. Voilà, je ne vais pas être plus long et je lui laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup Jean-Michel. Donc je vais vous proposer une petite réflexion sur le mémoire épigénétique. Donc on va continuer dans le domaine de la biologie, mais on va descendre un peu en niveau de fonctions supérieures du système nerveux vers plutôt le monde cellulaire, différenciation cellulaire, développement et monde moléculaire un tout petit peu. Alors, quand on parle de mémoire en général, quand j'ai commencé à préparer ma conférence, je me suis dit qu'il faut absolument que j'introduise cette notion que la mémoire peut exister dans le monde moléculaire aussi. Donc quand on parle de mémoire, il y a plusieurs idées qui viennent en tête, bien entendu. Premièrement, c'est le temps qui s'écoule, et puis à la fois la stabilité et le changement des choses. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Le mémoire, en fait, il s'agit plutôt d'une sorte de paire de concepts opposés qui, ensemble, définissent quelque chose qui est plus entier. Alors, on peut parler de mémoire comme un processus temporel. Donc, c'est toujours quelque chose qui se déroule dans le temps, c'est toujours un processus dynamique, et on peut définir la mémoire comme la capacité des événements du passé influencer le présent ou l'avenir. C'est toujours quelque chose qui est actif. Alors là, on peut parler des molécules aussi. Les systèmes moléculaires peuvent très bien avoir ce type de mémoire. À l'opposition, on peut mettre la stabilité temporelle. Donc il n'y a plus de changement, il y a une stabilité, une persistance de quelque chose, une absence totale de changement. Ça, ce n'est pas vraiment la mémoire. Ça, c'est juste la stabilité. On peut déduire éventuellement l'histoire en observant les choses stables, mais on ne peut pas vraiment parler de mémoire ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la biologie avait toujours beaucoup de problèmes à approcher le problème de changement et de stabilité. Pourtant, les deux aspects coexistent dans la biologie moderne et aussi tout au long de l'histoire de la biologie. On peut mettre dans la catégorie mémoire, un processus actif, temporel, l'évolution et l'ontogénèse. L'ontogénèse, le développement de l'individu à partir d'une seule cellule et sa maturation et puis à la fin sa disparition est un processus dynamique. Et à une échelle temporelle plus grande, on peut parler de l'évolution aussi comme un déroulement d'un processus temporel dans lequel la mémoire joue un rôle important. Si on prend le côté pas de changement en stabilité, on peut parler de l'hérédité. La science de l'hérédité est née de l'idée qu'il faut expliquer pourquoi les générations se ressemblent, pourquoi les enfants ressemblent aux parents, pourquoi ça ne change pas. Donc l'hérédité, c'est la science de stabilité, si vous voulez, et de l'autre côté, l'évolution et l'ontogénèse, l'embryologie, si vous voulez, est la science de changement. Alors, évidemment, ce sont deux choses assez antagonistiques, ce qui explique pourquoi la biologie avait autant de mal à traiter les deux en même temps. Donc, commençons par l'évolution rapidement. Je vais faire une toute petite historique d'un certain nombre de choses parce que ça aide toujours de mieux comprendre après les idées de maintenant. Alors, l'évolution, il faut absolument citer le nom de Lamarck, bien entendu, parce que c'est lui qui a proposé explicitement la première fois que les espèces évoluent.
Donc les espèces ne restent pas inchangées, elles changent au cours du temps. Il a même construit ce qu'on peut appeler un arbre d'évolution. C'est le premier arbre d'évolution de l'histoire de la science. Sur ce petit tableau, il faut lire de haut vers le bas. Vous voyez, les pointillés indiquent les embranchements de cet arbre. Donc au début de sa réflexion, il pensait que l'évolution était linéaire, c'est-à-dire que les espèces peuvent être arrangées dans une séquence linéaire qui évolue dans le temps. Et puis, il s'est rendu compte que ce n'est pas logique, il faut modifier, il faut ajouter des branches, et donc c'est devenu un arbre. L'autre personne, bien entendu, c'est Darwin. Charles Darwin, dont l'œuvre, c'est pas trop fort? Parce que j'entends un raisonnement. C'est bon. Dont l'œuvre, L'origine des espèces, a carrément révolutionné la biologie. C'était un livre à scandale à son époque. Non seulement qu'il a repris l'idée de l'évolution, mais il a proposé aussi un mécanisme très original qui est la sélection naturelle. Donc on va en parler juste 2 mots. En fait, on oppose Darwin et Lamarck très souvent. Cette opposition est totalement fausse parce que disons, cette opposition est basée sur des arguments qui ne sont pas valables. Je vais expliquer pourquoi. Les deux personnes, tous les deux, ont proposé une théorie de l'évolution, et la différence entre les deux concernait le mécanisme de l'évolution, et pas du tout la façon dont les caractères se transmettent d'une génération à l'autre. Alors normalement, quand vous entendez Lamarck opposé à Darwin, on dit que oui, Lamarck a proposé l'hérédité lamarckienne, c'est-à-dire que c'est l'exemple caricatural qu'on cite le plus souvent à propos de Lamarck. Lui, donc, sa façon d'imaginer l'évolution, le mécanisme, était supposer que les caractères qui se renforcent au cours de la vie d'un individu peuvent être transmis à la génération suivante. Par exemple, le girafe, il essaye d'attraper les branches qui sont très hauts, donc il essaye de tendre le cou, ça fait rallonger le cou, et puis d'une génération à l'autre, les descendants vont avoir des coups de plus en plus longs. Donc, ça a l'air un peu caricatural comme ça, mais si vous réfléchissez bien, si nous faisons des exercices, par exemple, on va renforcer certaines de nos capacités. Donc c'est une évidence qu'en faisant des choses plus souvent que d'autres, ces choses-là vont mieux marcher plus tard. La question, est-ce que ça se transmet à la génération suivante ou non? Alors, évidemment, cette idée peut être assez surprenante, surtout maintenant, mais à l'époque, c'était totalement accepté par tout le monde. Il était accepté même par Darwin d'ailleurs, qui lui-même, il pensait que les caractères acquis au cours de la vie sont transmis à la génération suivante. Donc il n'y a pas de vraie opposition de ce point de vue. Ce qui est vraiment différent de chez Darwin, c'est que lui, il a proposé un mécanisme qui est fondé sur plusieurs points importants. Premièrement, il a supposé que tous les caractères peuvent varier d'un individu à l'autre et que ces variations apparaissent spontanément. Il n'a pas cherché pourquoi, comment, il a juste dit que toutes les caractéristiques qu'on peut avoir peuvent varier d'un individu à l'autre et ça apparaît spontanément. La deuxième proposition, c'était que ces caractères sont transmis d'une génération à l'autre. Donc, encore une fois, une évidence qui était acceptée à son époque par Lamarck et par tout le monde. Et la troisième chose, et c'est là où ça devient intéressant, il a dit que certaines variantes se débrouillent mieux dans la vie que d'autres. Donc ceux qui se débrouillent mieux dans la vie, ils vont laisser plus de descendants, et donc à la génération suivante, ces caractères seront représentés plus fréquemment dans la population de tous les individus. Et donc, sur cette base, comme une sélection artificielle, la nature agit comme c'est la sélection naturelle pour favoriser les meilleures variantes et défavoriser les moins bonnes variantes. Quand on parle de lutte pour la survie et tout ça, encore une fois, c'est exagération. C'est surinterprétation de ce que Darwin a dit. Il s'agit tout simplement du fait que l'environnement sélectionne comme un bon éleveur les meilleurs individus et leur donne plus de chances de se reproduire. Alors,
La question qui se pose ici, donc, est-ce que la nature agit uniquement comme une sorte de filtre qui laisse passer certaines variantes et ne laisse pas passer d'autres? Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est passif. Ou bien l'environnement peut agir, comme on a dit pour le girafe, de façon active, changer les caractères de l'individu, et ces caractères sont après transmis à la génération suivante. C'est là le point de divergence entre les deux théories. Alors, la théorie de l'évolution a reçu un accueil extrêmement mitigé à son époque, déjà à l'époque de Lamarck, mais alors le scandale c'était vraiment Darwin, comme vous savez. Malgré le fait qu'on les oppose, finalement ils sont dans le même camp tous les deux, et comme je vous ai dit, la différence est surtout au niveau des mécanismes qu'on imagine. Est-ce que l'hérédité des caractères acquis est possible ou non? C'est ça la différence entre les deux mécanismes. Mais ce n'est pas Lamarck qui est l'inventeur, et ni Darwin qui est l'inventeur de ces théories. Alors pourquoi la théorie de l'évolution a reçu un accueil aussi mitigé à l'époque? Là, il faut faire appel à la mémoire des scientifiques. C'est-à-dire que la science a aussi une mémoire interne, c'est-à-dire que les concepts, les idées qui apparaissent à une époque peuvent ressurgir plus tard et peuvent influencer la façon dont les gens voient les choses à leur époque. Alors, la biologie, à l'époque, et encore de notre jour, reste une science qui est très, comment dirais-je, il a une vision assez déterministe et assez fixiste de la nature, ce qui fait qu'on a du mal à imaginer que les choses peuvent changer. D'où je tiens ça. À la base de la biologie moderne est la systématique des espèces proposée par Carl Linné, qui était pratiquement le contemporain de Lamarck. Il a proposé une systématique qu'on utilise de nos jours et qui est basée sur le bon sens. Comment on catégorise les espèces? On les catégorise selon leurs caractéristiques. Donc on prend les individus, par exemple ici c'est les loups. Alors les loups comme espèce, donc tous les individus loups forment une espèce. Et l'espèce loup appartient au même groupe que des chiens, d'autres canidés. Alors, on prend tous les canidés ensemble comme un genus. On peut les classer sur la base de leur ressemblance avec d'autres animaux qui ressemblent aux chiens, mais qui ne le sont pas. Ça fait une famille, et puis la famille des canidés peut être rangée dans la classe des carnivores, parce que ce sont des animaux qui mangent de la viande, et ainsi de suite. On monte vers des groupes de plus en plus grands, carnivores, après la classe des mammifères, etc. Donc on a une classification. Cette classification est très utile, bien entendu, pour des raisons pratiques, mais en même temps, il fixe les choses. C'est-à-dire qu'un loup ne pourrait jamais devenir chat, ou il ne pourrait jamais devenir poisson, tout simplement parce qu'il est dans sa catégorie. Donc, tous les individus loups restent dans leur catégorie, ils ne peuvent pas changer. Il était inimaginable dans cette vision des choses que les espèces évoluent, que se transforment les uns en l'autre. Parce qu'à partir du moment, ce n'est plus la même espèce. Donc un individu qui n'est pas un loup appartient à une autre espèce. Donc, ce que Darwin a proposé, c'est d'abolir la classification en espèces. Mais malgré le titre, l'origine des espèces, il a dit qu'il n'y a pas d'espèces, il n'y a que des individus. Et si vous regardez, je reviens en arrière un instant, cet arbre d'évolution, finalement, c'est un arbre de descendance. Donc, c'est un arbre de famille, si vous voulez, l'ancêtre commun tout en bas. Et si on arrive à tracer la descendance, on peut arriver à voir que tout le monde a les mêmes ancêtres au départ, et puis petit à petit, ils divergent, ils deviennent différentes. Mais alors, quelle branche est considérée comme espèce et quelle branche est considérée comme famille, etc., c'est une question de convention. Dans le système de Linné, rien ne change. Alors, cette systématique n'est pas venue par hasard, bien entendu. Il est venu, encore une fois, c'était l'esprit des temps, des siècles même, c'est le mémoire actif des scientifiques ou des penseurs de l'époque.
il vient de la réflexion sur l'hérédité. Parce que pourquoi les espèces apparaissent comme stables, pourquoi les loups font des petits loups et les chats font des petits chats, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière qu'on peut appeler hérédité. Alors la première proposition pour les mécanismes de l'hérédité, c'était ce qu'on appelle la préformation. Donc on postulait que dans les gamètes, il y a déjà l'être préformé qui existe. Donc ici, vous avez une illustration de livre de Nicolas Harstecker de fin du XVIIe siècle. Comme vous voyez, il a dessiné un spermatozoïde, et dans la tête de spermatozoïde, avec les moyens de l'époque, il avait l'impression de découvrir un petit bonhomme, un homunculus assis dans la tête. Et donc, à partir du moment où on évacue le problème de l'hérédité, parce que tout est là déjà, dès le début, il n'a pas de vraie hérédité, il n'a pas de vraie ontogénèse non plus, tout simplement, il a une croissance de cet individu qui va donner un nouveau-né, et puis il va continuer à grandir pour donner un adulte. Ça s'appelle préformation. Évidemment, c'est difficilement tenable d'une part parce qu'il faut, comme vous savez, il faut 2 pour faire un enfant, en tout cas chez les mammifères. Donc comment on arrange ça? Et puis il y a un problème conceptuel ici, c'est que si ce petit bonhomme est vraiment dans la tête de spermatozoïdes, lui aussi il a des spermatozoïdes déjà préformés, dans lesquels il y a aussi des petits bonshommes tout petits, et ainsi de suite. Donc c'est une régression à l'infini. Pas de problème. Au XVIe, XVIIe siècle où cette théorie est apparue, l'acte de création était le point de départ de tout. Donc on pouvait très bien expliquer par un acte de création l'apparition de premier bonhomme. Donc il n'y avait pas de problème logique là-dedans. Ça pouvait être une théorie tout à fait acceptée. Parce que tout simplement, on ne sépare pas complètement ce qu'on peut appeler science et ce qu'on peut appeler éventuellement métaphysique ou croyance religieuse. Mais bon, avec les siècles, on s'est rendu compte qu'il faut quand même quelque chose de plus subtil. Alors, on va sauter tout de suite à la fin du XIXe siècle. Un des fondateurs de la génétique moderne est August Weismann. C'est lui qui a proposé le concept de lignée germinale et de lignée somatique qu'on utilise de nos jours. Donc, nous avons des cellules qui appartiennent soit d'une lignée germinale, qui jouent un rôle dans la reproduction, en fait, qui sont responsables de la reproduction chez les animaux. Il a dit qu'il y a une continuité de la lignée germinale, c'est-à-dire on peut imaginer comme une seule lignée cellulaire qui passe à travers des générations dans le temps, et le corps, la partie somatique, ce qu'on appelle le soma, n'est qu'une sorte d'excroissance, une radiation à partir de cette lignée germinale. Alors, ici, le petit dessin ne vient pas de chez lui, mais elle est tellement jolie que je l'utilise souvent pour illustrer les propos de Weismann. Comme vous voyez, il y a génération 1, 2, 3, la partie noire correspond à la lignée germinale qui est continue, qui passe à travers des générations. Et à partir de ce noyau va croître la partie somatique qui forme l'individu. Bon, on utilise ces concepts de nos jours, on parle toujours des cellules germinales ou des lignées germinales, etc. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que si c'est vrai, alors, par principe, les caractères acquis par la partie somatique ne peuvent pas être transmis à la génération suivante. Il n'y a que les choses qui se produisent dans la lignée germinale qui peuvent être transmises à la génération suivante. Parce que le soma ne participe pas du tout à la reproduction. Donc on peut oublier, on peut exclure par définition, sans réfléchir, la possibilité de transmission des caractères acquis. Là, on est à la fin du XIXe siècle. Et c'est une vision qui s'est répandue très très rapidement. Je ne vais pas rentrer bien entendu dans les détails, mais il y a des bonnes raisons pour ça. La science de la génétique commençait à accumuler des observations qui étaient tout à fait cohérentes avec la théorie proposée et avec la théorie de Mendel que vous connaissez certainement, qui est aussi un autre point de départ de la génétique moderne. Et donc le point de l'échauffement en biologie était entre la possibilité de reconnaître la transmission des caractères acquis et l'impossibilité de la transmission. Donc encore une fois, une opposition Darwin-Lamarck, si vous voulez. Cette opposition était tellement violente
qu'il a non seulement produit des débats scientifiques, à l'époque la communauté scientifique était beaucoup plus petite et ça ne se passait pas exactement comme de nos jours, mais c'était déjà aussi violent que de nos jours. Par exemple, il y avait un chercheur autrichien au début du XXe siècle, Paul Kamener, qui a étudié les crapauds accoucheurs et il a fait des observations comme quoi un caractère qui apparaît chez certains crapauds pendant leur vie peut être transmis à la génération suivante. Alors, au lieu de conduire un débat correct, je dirais, il était accusé de tricherie, il était accusé de fabriquer ses propres observations et pour faire court, à la fin, sa carrière était complètement détruite, il s'est suicidé. Vous allez dire que, de notre époque, ça ne peut pas se produire. Il y a 2 ans, une équipe japonaise a publié un article, je ne vais pas raconter tous les détails, dans lequel ils ont fabriqué des cellules souches embryonnaires avec une procédure totalement surprenante et incompréhensible. Ils étaient accusés de tricherie et à la fin, après avoir envoyé des commissions d'enquête dans leur laboratoire et tout, le chercheur japonais s'est suicidé. Donc on a une reproduction des situations assez surprenantes parfois dans la science. Ce n'est pas du tout un monde de bisounours, mais bon, ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Pour revenir sur les histoires, plus près. Pour revenir sur l'histoire de l'impossibilité de transmission des caractères acquis, cette idée était fortement renforcée par la découverte de la structure de l'ADN. Donc vous connaissez très bien cette figure en double spirale qui est la structure de l'ADN, qui était découverte en 1956 par ces 2 chercheurs anglais, Watson et Crick, et qui a fourni un argument supplémentaire à la théorie de cette continuité de lignée germinale et l'impossibilité de transmission des caractères acquis. Pourquoi? Parce que la structure complémentaire en 2 brins rendait possible chimiquement et biochimiquement, et cette possibilité était après bien caractérisée, bien découverte, de fabrication d'une copie conforme de la molécule dans la cellule. Donc, cette copie conforme permet de la transmission de cette molécule lors de la division cellulaire dans les cellules somatiques aussi bien que dans les cellules germinales. Et donc, on a ici un mécanisme plausible, moléculaire, pour expliquer comment le support de l'hérédité peut être recopié en plusieurs copies sans changement. Éventuellement, il y a des erreurs, que ce sont des mutations, qui peuvent fournir les variantes postulées par Darwin. Alors, derrière, il y avait aussi un travail gigantesque de la biologie moléculaire qui a caractérisé les processus moléculaires qui permettent à cette molécule d'ADN de définir comment dans la cellule et quel type de protéines seront fabriquées dans la cellule. Donc, les protéines sont un composant majeur de matière vivante, et donc, puisque l'ADN peut coder et peut définir la structure de ces protéines, on pouvait déduire, donc là, ça c'est le processus biochimique représenté de façon très schématique, l'ADN qui, à travers on dit ça, transcription, de processus de transcription, va produire des protéines d'une structure définie. Comment il détermine les caractères? À partir de cette partie expérimentalement démontrable, on a inséré ce schéma dans le schéma de l'explication de la génétique, et on a dit que l'ADN c'est le gène, et en fabriquant les protéines, il définit le phénotype. Le phénotype, c'est l'ensemble des caractères héréditaires. D'accord? Donc on a une partie expérimentale qu'on insère facilement dans le schéma théorique de la génétique. Donc du coup, je cite François Jacob parce qu'il a
il a tellement bien défini, il n'était pas le seul, et ce n'est pas lui qui a inventé tout ça, mais il a tellement bien décrit qu'on n'a pas besoin d'en dire plus. Donc pour ce qu'il a dit, chaque œuf contient donc dans les chromosomes contiennent l'ADN, donc contient les gènes, donc contient dans les chromosomes reçus de ses parents tout son propre avenir, les étapes de son développement, la forme et les propriétés de l'être qui en émergera. L'organisme devient ainsi la réalisation d'un programme prescrit par l'hérédité. L'hérédité se décrit aujourd'hui en termes d'information de messages de code. La reproduction d'un organisme est devenue celle des molécules qui le constituent. En fait, ce qui est transmis en génération sont les informations spécifiant les structures moléculaires. Alors, si vous faites un petit effort d'abstraction, est-ce qu'il y a une vraie différence entre cette façon de définir l'hérédité et l'homoncule qui est assis dans la tête de spermatozoïde? Je dirais que la différence, c'est juste dans la forme. En fait, ce qu'il y a, ce n'est pas le petit bonhomme qui est préformé, mais une sorte de plan de construction, et c'est ce plan de construction qui est recopié à chaque fois et qui est transmis. Donc en fait, la génétique moléculaire moderne est une reformulation moderne de la théorie de préformation. Elle exclut par définition tout changement parce que tout est recopié. En fait, le changement dans la génétique devient un accident, en fait un accident de copie de plan. Et ces accidents de copie de plan font émerger des variantes sur lesquelles agit après la sélection naturelle que tout le monde reconnaît maintenant comme théorie généralement acceptée. Donc, si on prend ça à la lettre comme ça, on comprend pourquoi il est important de connaître le génome. Et donc, c'est exactement ce qui a été à la base comme argument fondamental pour les projets de séquençage des génomes en général et surtout le génome humain. Alors, comme vous savez, cela a pris plus de 10 ans à l'époque et quelques milliards de dollars de faire déterminer la séquence, donc la structure génomique de l'homme. Ce projet a pris fin en 2001. Donc, la première séquence génomique était publiée en 2001. Ça fait quand même pas mal de temps maintenant. Et quand vous allez voir, il y a beaucoup de choses évidemment, il y a énormément de choses intéressantes qui sortent de ça, mais il y a aussi beaucoup de questions qui restent. Notamment, comment se déroule le développement? Comment se déroule le développement si un organisme multicellulaire est constitué des cellules qui proviennent d'une seule cellule au départ et que toutes les cellules contiennent exactement les mêmes gènes, et ça on sait maintenant. Alors pourquoi ces cellules ne sont pas toutes identiques? D'où vient la différence? Comment apparaît la différence? Donc on est toujours confronté à ce problème de stabilité, permanence, absence de changement, et de l'autre côté, la question de changement. Comment la cellule change au cours de sa vie? D'une part, il change au cours de sa vie, mais il reste stable aussi, parce que ces changements ne sont pas permanents. Quand une cellule acquiert certaines caractéristiques, par exemple, elle devient une cellule de peau, après elle peut se diviser, toutes ses descendantes resteront des cellules de peau. Pareil, les cellules de sang vont rester des cellules de sang. Donc il y a à la fois une stabilité et à la fin une capacité de changement. D'où ça vient? La séquence génomique ne peut pas donner une explication à ça, et ça, nous avons maintenant presque 20 ans de recul de savoir que vous pouvez séquencer le génome de n'importe quel individu, vous ne comprendrez jamais comment le développement s'est déroulé. Par analogie, on pourrait dire que c'est comme le séquence génomique peut vous donner la liste des pièces détachées, mais comment fonctionne votre lave-vaisselle? Si vous avez un catalogue des pièces détachées, c'est quand même pas évident de comprendre. Il y a des exemples encore plus surprenants. Si vous voyez ces deux bestioles dans la nature, vous allez dire que ce sont deux espèces différentes. Pas du tout, ce sont les deux phases de vie d'un seul et même individu. Donc la transformation peut être vraiment radicale. Et pourtant, elles sont génétiquement identiques. Chaque cellule de la chenille contient exactement les mêmes gènes que les cellules de papillon. Tout simplement, c'est une sorte de changement cyclique qui se déroule dans la vie de l'individu. Donc la question, comment à partir d'un seul génome on établit autant de caractéristiques différentes, n'est pas difficilement ou pas du tout explicable par une simple séquence génomique.
Voilà, je vous montre juste parce que c'est joli. Hein. Ce sont des cellules musculaires en culture. En bleu, vous voyez les noyaux de cellules, et puis le rouge et le vert vous donnent une idée de leur forme. En fait, ce sont des fibres contractiles à l'intérieur de ces cellules. Alors, vous voyez deux cellules ici, celle-ci et l'autre qui est plus haut. Ce sont des cellules en division. Elles sont en train de dupliquer leurs chromosomes. Et une fois la duplication est terminée, là, elles sont rondes. Une fois la duplication est terminée, elles vont reprendre cette forme allongée. Donc, non seulement que les cellules sont capables de changer, mais elles sont capables aussi de ne pas changer. Comment c'est possible? C'est ça la grande question. Nous savons que les cellules musculaires vont utiliser, qu'on dit en langage de spécialistes, ils expriment un certain nombre de gènes et n'expriment pas un certain nombre d'autres gènes. Alors, la division fait que tous les gènes s'éteignent pendant un moment, parce que pendant la division, vous voyez, les chromosomes sont tout ratatinés, tout petits, tout ratatinés. Il n'y a aucune réaction de transcription ne se déroule à ce moment-là. En revanche, après la division, elles reprennent leur activité d'avant la division. Donc, elles sont capables de garder en mémoire actif, donc mémoire active, quels sont les gènes qu'il faut utiliser et quels sont les gènes qu'il ne faut pas utiliser. Alors, c'est les mécanismes de cette mémoire qu'on appelle une mémoire épigénétique. La mémoire épigénétique concerne les cellules, essentiellement les cellules à l'intérieur d'un organisme multicellulaire, mais il peut concerner également des cellules, des organismes unicellulaires. Les cellules unicellulaires ont aussi une mémoire. J'ai un autre exemple à vous montrer. C'est une petite vidéo. Là, cette chose-là au milieu, c'est une cellule de sang. En fait, c'est une cellule souche de sang. C'est-à-dire que la cellule de sang qui est capable de produire toutes les cellules qui sont dans le sang après. Des globules blancs, des globules rouges, etc. Toute forme de globules blancs, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, ça va être une petite vidéo. Donc, vous allez voir dérouler le temps en haut. On est à 0 heure. Et vous allez voir que cette cellule, déjà, elle bouge pas mal à l'intérieur de champs qu'on a filmés, et que voilà, elle essaye de se débrouiller. Elle a une forme un peu allongée comme ça, comme une sorte de je ne sais pas à quoi on peut comparer ça. Puis elle grossit. Là, on est déjà à 42 heures, hein, parce que c'est très accéléré, bien sûr. C'est un film sur une semaine. Et puis, elle est tellement grosse que, hop, à ce moment-là, elle se divise. Et que, comme vous voyez, elle a donné deux cellules qui sont identiques, qui ont la même forme, qui sont une espèce de boulet derrière, qu'elle traîne derrière. Et elle continue à courir dans le champ qui est disponible et continue à se diviser. À chaque division, vous allez voir, il y a toujours les mêmes types de cellules qui apparaissent. Donc, il y a une transmission de caractère, comment elle est la cellule. Et ces cellules-là, après chaque division, recommencent à utiliser les mêmes gènes et réprimer les autres. En revanche, voilà, on est à 130 heures maintenant, et comme vous voyez, il y a déjà deux types de cellules qui apparaissent. Alors, il y en avait beaucoup, donc on n'a pas vraiment vu à quel moment ça apparaissait. Mais maintenant, après 140 heures, vous allez voir qu'il y a deux types de cellules. Il y a des cellules avec le gros boulet derrière, et aussi il y a des cellules rondes qui apparaissent. Donc, il y a un moment de différenciation, il y a un processus de différenciation qui se produit. Certaines cellules ont acquis une forme ronde, et d'autres qui ont gardé leur forme allongée avec cette espèce de structure bizarre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de l'épigénétique. Les cellules, en se divisant, sont capables de transmettre la mémoire de ce qu'elles étaient pendant toute leur vie, et aussi elles gardent en même temps la capacité de changer. Il y a une possibilité de se débrouiller, de faire un changement, probablement pour mieux se débrouiller justement dans cet environnement. Alors, d'où vient l'idée de l'épigénétique? J'en reviens dans l'histoire, bien sûr. On remonte de nouveau au XVIe, XVIIe siècle. Il y avait une théorie, par opposition à la préformation, qu'on appelait épigénèse, qui disait que, écoutez, cassez un œuf de poule et vous allez voir qu'il n'y a pas de petits poulets là-dedans.
En revanche, si vous attendez quelques jours, vous allez voir apparaître déjà des structures et puis à la fin, il y a un petit poussin qui va sortir de l'œuf. Et donc, ils ont dit qu'il n'a pas d'être préformé dans les gamètes, mais les gamètes sont capables de s'organiser tout seuls et par un processus qu'ils ont appelé de épigénèse, générer leur propre structure et leur propre individu. Donc cette théorie de l'épigénèse, qui était donc aussi fondée sur des observations, a donné naissance à la science de l'embryologie. Et là, on est au 19e siècle de nouveau. Ernst Haeckel était un des plus grands embryologistes du 19e siècle. Et donc, cette science étudie l'ontogénèse. Comment le processus de l'ontogénèse se déroule. Quelles sont les structures qui apparaissent en premier. Quelles sont les interactions entre les différentes structures. Et puis après, au 20e siècle, au niveau moléculaire, quelles sont les molécules qui participent à tout ça. Évidemment, c'est entre parenthèses, les embryologistes du 19e siècle n'avaient absolument aucun mal d'accepter l'idée de la théorie de l'évolution. Pour eux, c'était naturel, parce que finalement, on observe dans la vie d'un individu, en petit, ce qu'on peut observer en grand quand on regarde l'évolution des espèces. En revanche, les généticiens avaient beaucoup plus de mal à accepter la théorie de l'évolution, donc jusqu'au moment où on a découvert les mutations génétiques, et ça, il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale et les années 20, les mutations génétiques qui montrent qu'il peut y avoir des changements brusques dans le génome qui entraînent des changements des caractères, et après, ça reste héréditaire. Les généticiens étaient très opposés à la théorie de l'évolution. Mais ça, c'est encore une autre histoire, ça concerne la mémoire des scientifiques plus que la mémoire épigénétique. Alors maintenant, on va sauter encore une fois dans le temps et on va revenir dans les années 40-50, donc autour de l'époque où la structure de l'ADN était découverte. Et c'est à ce moment-là que ce chercheur anglais, Conrad Waddington, a proposé, il était généticien et embryologiste, donc c'est déjà un mélange bizarre, et puis c'était un type très original. Il a proposé une sorte de synthèse entre la génétique et l'embryologie en disant que, écoutez, on peut quand même ramener les deux choses sur le même plan. Ce sont deux aspects différents de la même chose, stabilité d'un côté et la capacité de changement de l'autre. Essayons de faire une synthèse. Donc il a proposé une science, une discipline qu'il a appelée une branche de la biologie qui étudie les interactions causales entre les gènes et leurs produits qui génèrent le phénotype. Le phénotype, c'est l'ensemble des caractères héréditaires. Alors, il a même proposé un petit dessin comme une métaphore visuelle, si vous voulez, où la cellule est représentée par cette bille qui descend la pente. Et en fait, où elle va aller, dans quelle vallée elle va finir, ce n'est pas déterminé dans ces gènes. Ce qui est déterminé dans les gènes, c'est la forme de paysage épigénétique. Alors, cette métaphore visuelle maintenant est redécouverte et vous allez le retrouver très souvent, même dans les articles pour les publics de non-spécialistes. On réutilise souvent et on parle souvent de Waddington comme le fondateur de l'épigénétique. Ceci dit, il est mort dans les années 70, en plein boom de la biologie moléculaire. Il n'a pas vu sortir le numéro spécial de revue Science. La revue Science est un des plus grands revues scientifiques, le plus réputé, avec Nature. Et ce numéro, qui était publié en 2001, était un numéro spécial qui s'appelait Épigénétique. Alors, si la date 2001 vous dit quelque chose, ce n'est pas par hasard. C'est la même année où on a terminé le séquençage de génome humain. Donc, le projet de génome humain s'est terminé en même temps où la science de l'épigénétique était redécouvert et a gagné ses lettres de noblesse en quelque sorte parce qu'il est passé dans les plus grands journaux scientifiques avec ce numéro spécial de Science. Et depuis, l'épigénétique est devenue une discipline établie. Donc c'est pour ça qu'on entend si souvent parler de l'épigénétique, parce que ce sont disons, c'est une branche de la science qui essaie de comprendre ces deux aspects, à la fois la stabilité, comment se transmet l'activité des gènes, donc le mémoire de l'activité des gènes lors des divisions cellulaires, et comment à la fois il peut changer, c'est-à-dire que comment cet état peut changer aussi au cours de la cellule.
C'est toujours cette dualité, persistance, stabilité, pas de changement et capacité de changer si besoin. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails moléculaires. Il y a beaucoup de mécanismes épigénétiques qui existent. Il y a plusieurs dizaines de mécanismes épigénétiques qui existent. Donc, contrairement à l'idée de l'hérédité où un seul type de molécule est le substrat de l'hérédité, ici, l'hérédité se fait grâce à des mécanismes dynamiques qui impliquent des dizaines de molécules, de processus différents qui coopèrent pour créer ce qu'on peut appeler une mémoire cellulaire ou mémoire épigénétique. En fait, on se rend compte, en étudiant ces mécanismes, que ces mécanismes épigénétiques représentent une sorte d'interface entre l'environnement et l'activité des gènes. C'est-à-dire que les effets de l'environnement, aussi simples que la température, par exemple, ou la présence de certains nutriments, peuvent influencer les processus épigénétiques et peuvent induire des changements dans le caractère des cellules. Alors, qui dit changement en réponse à l'environnement, on peut penser tout de suite à Darwin ou à Lamarck, si vous voulez, mais aussi, en restant plus terre à terre à l'application, perturbation de la mémoire épigénétique égale pathologie. Et effectivement, nous connaissons maintenant un très grand nombre de maladies où les chercheurs se sont rendus compte que la perturbation des mécanismes épigénétiques peut générer des pathologies. Au titre d'exemple, j'ai pris quelques titres en français dans les différents journaux scientifiques ou même ça passe parfois dans la presse quotidienne. Donc les maladies aussi fréquentes que la diabète, par exemple, ou l'obésité, ou les maladies auto-immunes, comme les allergies, ont toujours un très fort composant épigénétique. Le cancer est aussi considéré de plus en plus comme une maladie qui a un composant très fort épigénétique. Alors, il est toujours extrêmement difficile de faire la différence entre ce qui est purement génétique et ce qui ne l'est pas. Probablement, il est impossible d'ailleurs de faire vraiment la différence entre les deux. Mais une chose est sûre, qu'au cours de ces derniers 30-40 ans, nous avons fortement sous-estimé le rôle de l'épigénétique dans l'apparition des pathologies héréditaires. C'est sûr et certain. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez trouver des articles très bien écrits, très détaillés, qui expliquent comment et pourquoi. Mais je peux vous dire que l'épigénétique est devenue maintenant un enjeu majeur de la santé. Il y a des médicaments qui sont inventés spécifiquement pour agir sur des mécanismes épigénétiques. Et l'avantage de ces médicaments, qu'ils peuvent, étant donné que les mécanismes épigénétiques sont des mécanismes actifs de mémoire, ils peuvent être retournés, reversés. Donc on peut rétablir l'état d'avant. Donc, au moins en perspective, on peut dire que les médicaments épigénétiques auront probablement plus d'effets que ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à maintenant. Mais alors, il se pose la question, qu'en est-il de l'hérédité des caractères acquis entre les générations? Donc si on peut avoir une transmission entre les cellules, est-ce que ça peut exister entre les générations? Il se trouve que oui. Il y a de plus en plus d'exemples qui sont observés. En fait, c'est des exemples qu'on connaissait plus ou moins, mais on ne faisait pas attention, tout simplement parce que la théorie dominante disait que ce n'était pas possible. Les chercheurs, quand ils voyaient ce type de phénomène, ils disaient que, bon, d'accord, on ne comprend pas ce qui se passe exactement, mais nous savons que l'hérédité des caractères acquis n'est pas possible, donc c'est certainement une explication génétique qui doit se cacher derrière. Maintenant, avec toute la connaissance sur l'épigénétique des cellules et des différenciations cellulaires, nous commençons à voir que des effets transgénérationnels sont réels, pas très fréquents, mais ils sont réels. Alors, un des exemples, un de tous les tout premiers exemples, était décrit chez la souris. Alors là, vous voyez
une famille, une fratrie de souris génétiquement identiques. Donc ce sont comme les jumeaux monozygotiques, si vous voulez. Ces souris ont exactement les mêmes gènes. Alors la souris de droite, la toute grise, elle est en parfaite santé. Et quand on bouge vers la gauche, on voit que les individus deviennent de plus en plus grands et changent de couleur aussi. Donc la souris qui est sur la gauche, elle est jaune, elle est obèse et elle est diabétique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des souris qui sont génétiquement donc identiques. Ces différences ne peuvent pas venir d'une différence génétique, parce qu'elles ont été élevées dans le même environnement, elles ont grandi ensemble, elles ont mangé la même chose, mais elles sont différentes, elles deviennent différentes. Il se trouve que l'étude de génome de ces souris a détecté exactement la différence épigénétique qui existe dans leurs gènes. Ce qui est encore plus intéressant que les chercheurs se sont rendus compte qu'après la naissance, on peut moduler l'apparition de ces caractères en variant la nourriture de ces animaux. Donc en fonction de la nourriture, elle devient encore plus malade ou elle ne devient pas du tout malade. Très bien, nous savons tous que l'alimentation joue sur notre santé, donc il n'y a rien de surprenant à ça. Ce qui est surprenant en revanche, c'est que les mâles, et pas les femelles, les mâles étaient capables de transmettre leur phénotype à leur descendance. C'est-à-dire que les mâles jaunes, obèses et diabétiques produisaient proportionnellement plus de descendants mâles, obèses et diabétiques. Pas 100%, c'est dans les 30-40%. Tandis que les mâles grises et en bonne santé produisaient 80% des descendants en bonne santé. Donc il y avait une sorte de transmission statistique, ce n'était pas aussi déterministe que pour une mutation génétique, il y a une transmission statistique de caractéristiques. C'était, à ma connaissance, c'était en tout cas un des premiers exemples bien caractérisés au niveau moléculaire. Et ça a déclenché une avalanche, une étude chez l'homme. Alors il faut dire que les études chez l'homme, il faut les prendre avec beaucoup de précautions parce qu'on ne fait que des observations chez l'homme. On ne peut pas faire des expériences, bien entendu, et on peut uniquement utiliser les résultats d'observation des patients qui passent dans un système médical. Donc, il reste toujours une incertitude dans ces observations. On a observé quand même que le type de nutrition peut jouer non seulement sur l'individu en question, mais peut être transmis de façon statistique, encore une fois, à la génération suivante. On a retrouvé des données, ce qu'on appelle des données épidémiologiques, donc des registres de santé en Suède, en Islande, ailleurs dans le monde, dans des endroits où on a un système de santé suffisamment développé pour qu'ils aient toutes les archives sur plusieurs générations et qu'ils pouvaient mettre en parallèle avec le type de nutrition que les gens avaient à ce moment-là. Et ces études ont démontré qu'il y avait une corrélation statistique entre le type de nutrition et la transmission de certains types de maladies. Plus tard, des modèles animaux étaient créés ou étudiés où cette corrélation était confirmée. Donc l'image qui se dessine, c'est que une nutrition trop calorique, ou trop riche en calories, va augmenter l'incidence des maladies cardiovasculaires et du diabète 2 ou 3 générations plus tard dans les enfants qui, eux, n'ont pas un régime alimentaire riche en calories. Donc, n'ayez pas peur, l'effet est modeste et statistique, mais il faut garder en tête que ce que nous mangeons peut éventuellement influencer nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants. L'autre chose qui commence à émerger, là j'ai mis un article
qui a été publié il n'y a pas très longtemps et il est en anglais parce que c'est un article scientifique. Les chercheurs se sont rendus compte que les caractéristiques épigénétiques des individus changent au cours de la vie. Donc avec le vieillissement, on peut définir l'âge pratiquement de quelqu'un en étudiant uniquement les modifications épigénétiques de son génome, sans connaître l'individu. Et les chercheurs se sont rendus compte qu'une partie de ces modifications peut être transmise à la génération suivante. Donc un parent plus âgé va être capable de transmettre, disons, la sensibilité à certains types de pathologies plus que le même individu 20 ans plus tôt dans sa vie. Ça, c'est aussi un aspect très intéressant qu'on n'a pas du tout compris jusqu'à maintenant. Un autre type d'observation était faite aussi, ça c'était fait chez les souris, c'est l'effet de stress. Alors l'effet de stress, l'expérience consistait en soumettre les souris à un stress assez douloureux, en même temps qu'il y avait une odeur qui était dégagée dans la cage. Alors, il y avait par un réflexe pavlovien, en quelque sorte, ces souris ont appris très rapidement que quand ils sentent l'odeur, il y aura le stress qui va venir très rapidement, et donc ils essaient de s'enfuir. Après, les chercheurs ont examiné les générations suivantes. Dans les générations suivantes, ces souris n'ont jamais été exposées au stress, mais en revanche, ils avaient une réaction au stress quand ils sentaient l'odeur. Donc l'effet de stress, ça c'était vraiment un exemple tout à fait parfait de la transmission lamarckienne, si vous voulez. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Alors évidemment, ce genre d'études, qui était publié en 2015, je crois, 2014 ou 2015, ont déclenché énormément de discussions dans la communauté scientifique parce que les gens sont tout à fait normalement très sceptiques par rapport à ce genre d'études. Or, maintenant, il y a d'autres résultats qui commencent à sortir qui montrent que certains mécanismes épigénétiques liés à ce qu'on appelle les micro-RNA sont responsables de cette transmission. Donc on peut extraire les micro-RNA des individus qui ont subi le stress, de les injecter dans l'embryon qui se développe, et l'embryon va donner naissance à un individu qui va hériter, entre guillemets, qui va hériter la réponse à ce stress. Donc on commence à déceler des mécanismes moléculaires derrière tout ça. Donc bien que cet aspect reste encore très controversé, ces observations sont devenues possibles uniquement parce que cette théorie de l'épigénétique a pris un essor depuis 10-15 ans et maintenant l'idée de capacité de transmission des caractères acquises n'est pas balayée sous le tapis immédiatement comme c'était fait pendant très longtemps. N'empêche que même si ça existe, et maintenant il est confirmé que ça existe, et maintenant qu'on commence à comprendre les premiers rudiments des mécanismes de cette transmission, une chose est sûre, que cette transmission des caractères n'est pas quelque chose qui est extrêmement déterminant. Déjà, il peut durer juste quelques générations, 2-3 générations, et s'effacer graduellement. Nous savons aussi que ce n'est pas très fréquent non plus, parce que si c'était si fréquent, on l'observerait beaucoup plus souvent. Or, ce n'est pas le cas. Donc il reste encore beaucoup à faire, et puis surtout, il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui contredit à la génétique. En fait, les deux coexistent en quelque sorte. Oui, j'ai oublié un dernier exemple, parce qu'on est parti avec Paul Kammerer. Le pauvre, il s'est suicidé. Et bien, il se trouve qu'on a refait les expériences qu'il a fait. Les résultats étaient les mêmes, donc les résultats visiblement n'étaient pas fabriqués. Et donc, il était plus ou moins réhabilité maintenant. On commence à se rendre compte que les observations de type de transmission épigénétique existaient plus tôt et que
finalement, il ne s'agit pas de tricherie ou de quelque chose, tout simplement, il s'agissait plutôt d'un débat plus idéologique que scientifique de l'époque. Donc, pour terminer, pour faire la différence, je pourrais proposer de parler de l'hérédité génétique qui est liée aux gènes, donc à l'ADN, et qu'il s'agit là plus d'une question de transmission, de stabilité. Et on pourrait parler de mémoire épigénétique qui est un processus actif et qui a une durée de vie moins longue. Donc en fait, on pourrait faire la distinction en quelque sorte que la mémoire à long terme, c'est l'hérédité génétique, entre guillemets, hein, la mémoire à long terme, mais la mémoire à court terme, c'est l'hérédité épigénétique. Ce court terme est tout relatif, bien entendu, parce qu'il concerne la vie des cellules, la vie des individus, la différenciation cellulaire, l'ontogénèse. Et de temps en temps, il peut déborder sur une génération ou deux, plus loin. Tandis que nous savons que l'hérédité génétique permet la stabilité des caractères à travers des millions d'années. Donc il n'y a pas de comparaison dans l'échelle de temps de ces deux types d'hérédité. C'est pour ça que, à cause de cette très grande différence, que je vous propose plutôt parler de l'hérédité génétique et d'une sorte de mémoire épigénétique. Merci pour votre attention.